Il n'était pas censé être découvert. Scellé sous des propriétés, enfoui sous des terres agricoles, dissimulé derrière des murs assez épais pour résister à une frappe militaire. Les coffres secrets de Pablo Escobar avaient été conçus pour lui survivre, et pendant des décennies, la plupart d'entre eux y parvinrent. Mais voici ce que les rumeurs ne vous ont jamais dit. Certains de ces coffres ont finalement été ouverts, et ce que les enquêteurs ont trouvé à l'intérieur n'était pas simplement de l'argent, c'était un plan, un témoignage de la façon dont un seul homme avait bâti l'empire criminel le plus dévastateur que le monde moderne ait jamais connu, et jusqu'où il était prêt à aller pour le protéger. Voici l'histoire de l'empire caché d'Escobar, et elle commence bien avant que le premier billet n'ait jamais été enterré, un empire bâti à partir de rien. Pablo Escobar n'a pas hérité du pouvoir, il l'a fabriqué depuis les rues de Medellín, grâce à un mélange d'ambition brute, de violence calculée et d'un instinct pour saisir les opportunités que la plupart des gens ne développent jamais et que presque personne n'ose mettre en œuvre. Ses premiers méfaits étaient d'une simplicité presque banale. Adolescent à la fin des années 1960, il dérobait des pierres tombales dans les cimetières autour d'Antioquia, effaçait les inscriptions au ciblage et les revendait à des familles qui ignoraient totalement leur provenance. C'était une petite opération, irrespectueuse, froide et menée sans le moindre remords. Ceux qui le connaissaient à cette époque ont décrit par la suite un jeune homme qui ne manifestait aucun lien émotionnel avec le tort qu'il causait. Un garçon qui s'était déjà détaché des conséquences de ses actes. À partir de là, les délits s'enchaînèrent selon un schéma que les enquêteurs et les criminologues allaient plus tard étudier avec attention. Le vol de voiture succéda aux pierres tombales. L'extorsion succéda au vol. L'enlèvement succéda à l'extorsion. En 1971, le groupe d'Escobar avait enlevé puis éliminé l'homme d'affaires de Medellín Diego Echavarria en empochant une rançon de $50 000 avant de se débarrasser de la victime quoi qu'il en soit. Ce meurtre n'était pas simplement un crime. C'était un signal qui se propagea jusqu'aux recoins les plus sombres du monde criminel colombien. Cet homme ne négociait pas honnêtement. Il encaissait, puis il faisait disparaître. Ce qui transforma Escobar d'un criminel de rue dangereux en quelque chose d'une toute autre nature, ce fut la cocaïne. Non pas la drogue en elle-même, mais l'ampleur qu'il perçut en elle. À un moment où presque personne d'autre ne le voyait. En 1976, les routes commerciales étaient encore en train de se former. Les réseaux de distribution restaient fragiles et désorganisés. La demande américaine en cocaïne explosait et les infrastructures pour l'alimenter existaient à peine. Escobar voyait tout cela avec une lucidité saisissante. Cette année-là, il fut arrêté alors qu'il transportait 39 kg dissimulés à l'intérieur d'un pneu de véhicule, près de Medellín. Cette arrestation aurait dû mettre fin à sa carrière. Elle devint au contraire une leçon. Il acheta sa liberté en corrompant ses geôliers. Les agents qui l'avaient interpellé furent ensuite éliminés. Et à partir de ce moment, Escobar agit selon une philosophie qu'il allait défendre jusqu'à la fin de ses jours. Plata ou plomo, l'argent ou le plomb, le pot de vin ou la balle. Il n'existait pas de troisième voie. Ce qui rendait ce principe si redoutable, ce n'était pas uniquement la menace qu'il portait, c'était la constance avec laquelle il l'appliquait. Juges, politiciens, commandants de police, officiers militaires, personne n'en était exempt. L'anthropologue Mary Roland, qui a largement écrit sur l'histoire sociale d'Antioquia, décrivit plus tard la corruption politique d'Escobar comme systémique, plutôt qu'opportuniste. Il n'achetait pas simplement des faveurs individuelles. Il s'appropriait une loyauté institutionnelle, convertissant les rouages de l'État colombien en un appareil de protection au service de sa propre organisation. En avril 1978, Escobar participa à une réunion dans une ferme rurale aux abords de Medellín, aux côtés d'autres trafiquants de rang intermédiaire. Ce rassemblement est aujourd'hui considéré par les historiens des forces de l'ordre colombiennes comme marquant la naissance officielle du cartel de Medellín. En l'espace de quelques mois, l'opération commune acheminait environ 19 000 kg de cocaïne chaque année vers les États-Unis. En quelques années seulement, ce chiffre allait devenir presque impossible à concevoir, le poids d'un argent sans limite. Il existe un chiffre qui revient systématiquement dès qu'on évoque la fortune d'Escobar, et il mérite qu'on s'y arrête car il ne s'impose pas vraiment à l'esprit la première fois qu'on l'entend. Au sommet de son activité, le cartel de Medellín générait environ 420 millions de dollars par semaine, pas par an, par semaine. Sa fortune personnelle, estimée par diverses agences colombiennes et américaines chargées de l'application de la loi,
oscillait entre 30 milliards et 60 milliards de dollars, ce qui représente aujourd'hui l'équivalent d'environ 80 milliards de dollars. En 1987, le magazine Forbes l'a inscrit sur sa liste des milliardaires, évaluant sa fortune à 3 milliards de dollars, un chiffre qui sous-estimait presque certainement ce qu'il contrôlait réellement. Il est resté sur cette liste pendant 7 années consécutives. À son apogée, le cartel était responsable de l'approvisionnement d'environ 80% de la cocaïne mondiale. Plus de 15 tonnes entraient quotidiennement aux États-Unis, acheminées via un réseau logistique mobilisant des flottes d'avions, des navires cargo et finalement des sous-marins spécialement construits à cet effet, fabriqués dans des ateliers en pleine jungle et capables de traverser l'Atlantique avec des chargements de plusieurs tonnes. L'analyse par la DEA des infrastructures de transport d'Escobar a conclu que leur complexité opérationnelle rivalisait avec celle d'une entreprise internationale de fret de taille moyenne. Il construisait à la hauteur de ses ambitions. Son domaine, la Hacienda Napol, s'étendait sur 2830 hectares en Antioquia. On y trouvait un manoir colonial en son centre, entouré de lacs artificiels, d'une piste d'atterrissage privée, d'une arène taurine et d'un zoo personnel peuplé de girafes, d'éléphants et d'hippopotames importés d'Afrique. Les hippopotames, comme chacun le sait, n'ont jamais pu être retirés après la disparition d'Escobar, et une population sauvage s'est installée dans le bassin du fleuve Magdalena en Colombie, où elle subsiste encore de nos jours. Une conséquence écologique que les biologistes spécialisés dans la faune sauvage s'efforcent toujours de maîtriser. À Medellín, il fit construire pour sa famille l'immeuble Monaco, une tour de 8 étages équipée de piscine, d'un court de tennis, de systèmes de sécurité renforcés et d'une pièce sécurisée conçue spécialement à cet effet. Dans les Caraïbes, il disposait d'une villa fortifiée sur l'île Grande, dotée d'une aire d'atterrissage pour hélicoptères, de vitres résistantes aux projectiles et d'installations portuaires privées. Sa collection de voitures attira tout particulièrement l'attention des enquêteurs après sa mort. Parmi les véhicules répertoriés figurait une Porsche 911 Carrera RSR, ayant autrefois couru en compétition avec le champion du monde de Formule 1 Emerson Fittipaldi, une Harley-Davidson ayant appartenu à Frank Sinatra, ainsi que le jet ski présent dans le film de James Bond de 1977, L'espion qui m'aimait. Beaucoup de ces véhicules furent par la suite détruits lors d'attentats ou saisis par les autorités. Leurs carcasses calcinées sont aujourd'hui exposées à Hacienda Napol, comme sombres témoins de ces excès. Mais le détail le plus révélateur concernant la fortune d'Escobar n'était pas une possession en particulier. C'était ce qui arrivait à l'argent qu'il ne parvenait pas à dépenser. Son frère Roberto, qui occupait le poste de comptable principal du cartel, témoigna par la suite que l'organisation dépensait environ 2500 $ par mois en élastique, uniquement pour ficeler les liasses de billets entrants. Il estima que près de 10% de toutes les devises stockées, soit plus de 2 milliards de dollars chaque année, disparaissaient à cause des rongeurs, des moisissures, des inondations et de la dégradation physique dans les entrepôts et les coffres souterrains où elles étaient dissimulées. Dans un épisode documenté, alors qu'il se terrait, Escobar aurait brûlé environ 2 millions de dollars en billets au cours d'une seule nuit pour tenir sa fille au chaud. Ce détail n'étant rien exagéré. Ces faits apparaissent dans plusieurs témoignages indépendants et ont été confirmés par des membres de sa famille après sa disparition. L'argent était devenu, au sens le plus littéral du terme, quelque chose dont on pouvait se débarrasser. L'architecture de la dissimulation. Le problème concret auquel Escobar se trouvait confronté était d'une nature que nulle institution financière n'aurait pu résoudre. Les liquidités générées par son organisation arrivaient en volume trop considérable pour être blanchies au rythme où elles s'accumulaient. Les banques ne pouvaient pas les absorber. Les entreprises n'étaient pas en mesure de les traiter. Et conserver ces sommes sous une forme visible et accessible en faisait une cible pour ses rivaux, pour les autorités, ainsi que pour le réseau de délateurs qui l'entourait. Sa réponse fut architecturale. À travers l'Antioquia et au-delà, Escobar investit dans la dissimulation à une échelle que les forces de l'ordre mettraient des décennies à tenter de cartographier. Les planques du cartel furent transformées en coffres-forts fortifiés, leurs murs évidés, puis bourrés de billets du sol au plafond. Des fermes dispersées dans la région dissimulaient des barils hermétiquement scellés, enfouis à plusieurs mètres sous terre, souvent remplis de liasses de dollars américains destinés à demeurer intacts pendant des années. Les propriétés étaient délibérément banales vues de l'extérieur. Les voisins ignoraient fréquemment ce qui se trouvait sous leurs pieds.
Les coffres eux-mêmes reflétaient la paranoïa d'Escobar. Des portes en acier, des murs en béton d'une épaisseur exceptionnelle, des chambres tapissées de plomb pour contrer les premiers systèmes de radar à pénétration de sol, et des accès dissimulés derrière des espaces qui ressemblaient à des débarras ou à des locaux techniques. Plusieurs équipes de construction indépendantes étaient employées, chacune travaillant sur des sections distinctes, de sorte qu'aucun entrepreneur ne disposait jamais d'une vision complète de ce qui avait été bâti. Ce qui rendait ce système particulièrement difficile à percer n'était pas uniquement son ingénierie physique, c'était l'architecture humaine qui l'entourait. Escobar ne faisait presque entièrement confiance à personne. Ses comptables connaissaient les flux financiers, mais ignorèrent les emplacements physiques. Les équipes de construction érigèrent des salles sans jamais savoir ce qu'elles étaient destinées à contenir. Seul un cercle restreint de moins d'une douzaine de personnes, composé en grande partie de membres de la famille, possédait une vision complète de l'endroit où se trouvait réellement l'argent. Roberto Escobar décrivit plus tard un système de registres codés, totalement séparé de tout document officiellement traçable, dans lesquels les emplacements des coffres étaient consignés selon une notation personnelle que Pablo était le seul à maîtriser. Lorsqu'Escobar disparut en décembre 1993, une grande partie de ses codes s'éteignit avec lui. Les rumeurs qui entouraient ses propriétés alimentèrent une mythologie qui survécut longtemps à l'homme lui-même. Des tunnels souterrains reliant les domaines entre eux, des salles secrètes aménagées sous des refuges, des passages dissimulés derrière de fausses cloisons. Certains de ces récits provenaient de sources policières dont la crédibilité était établie. D'autres jaillirent de cette culture de la peur qu'Escobar entretenait soigneusement, un univers dans lequel les rumeurs remplissaient la même fonction qu'une porte verrouillée. À Miami, le manoir rose qu'il avait acquis sur North Bay Road à Miami Beach devint l'une des propriétés les plus scrutées de toute l'histoire de la ville, après sa saisie par les autorités américaines, au milieu des années 1980. Les enquêteurs étaient mal persuadés que ces murs dissimulaient des coffres forts Creech. En 2016, lorsque les nouveaux propriétaires Christian Burl et Jennifer Valley firent raser la bâtisse, les ouvriers du chantier mirent au jour exactement cela. De lourds coffres en béton, encastrés dans les fondations, l'un d'eux disparut avant que les équipes médico-légales aient pu l'examiner, déclenchant une enquête qui ne fut jamais véritablement résolue. Un second fut transporté sous escorte armée jusqu'à une banque de Floride. Un cylindre métallique scellé, découvert sous la cuisinière de la cuisine, s'avéra vide, bien que les enquêteurs n'aient jamais écarté l'hypothèse que son contenu ait été retiré bien avant la démolition. La traque commence. La chute d'Escobar ne résulta pas d'un seul instant décisif. Elle s'accumula à la manière d'une pression qui monte en silence, puis éclate d'un seul coup. À la fin des années 80, il avait éliminé le ministre de la Justice Rodrigo Lara Bonilla, abattu le candidat à la présidence Luis Carlos Galán lors d'un rassemblement en août 1989 et ordonné l'attentat contre le vol Avianca 203 dans une tentative avortée de supprimer le successeur de Galán, César Gaviria. L'avion s'était écrasé avec 107 personnes à bord, dont 2 citoyens américains. Leur disparition franchissait une ligne rouge qui poussa Washington à s'impliquer directement dans le conflit. En 1989, le président George H. W. Bush autorisa l'opération Heavy Shadow, une initiative américaine secrète visant à aider la Colombie à démanteler le cartel de Medellín. Dans le cadre de cette opération, l'armée déploya Centra Spike, une unité d'élite spécialisée dans l'interception des communications et la triangulation des positions de cibles de haute valeur. Cette unité avait déjà été utilisée pour traquer les trafiquants au Pérou et en Bolivie. Son déploiement en Colombie représentait toutefois une escalade significative de l'implication américaine qui demeura classifiée pendant de nombreuses années. CentraSpike commença à intercepter les appels d'Escobar presque immédiatement, construisant un profil acoustique complet permettant aux analystes de reconnaître sa voix, ses habitudes de communication et les rythmes comportementaux qui finiraient par trahir sa localisation. Au moment où Escobar négocia sa reddition controversée en 1991, les Américains l'écoutaient déjà depuis près de 2 ans. Cette reddition était en réalité un geste parfaitement calculé. Escobar conclut un accord avec le gouvernement colombien, selon lequel il purgerait au maximum 5 ans de prison, en échange de sa non-extradition vers les États-Unis. Plutôt que d'intégrer un établissement contrôlé par l'État, il obtint la permission de faire construire sa propre prison, la cathédrale, sur un sommet dominant Medellín. Il choisit lui-même ses gardiens, recrutés parmi les hommes qui lui étaient personnellement dévoués.
Le complexe disposait d'un terrain de football, d'un bar, d'un jacuzzi, d'une cascade, d'installations de restauration privée, et selon les témoignages d'agents des renseignements colombiens et américains, d'un télescope pointé vers la ville en contrebas. La cathédrale ressemblait bien moins à une prison qu'à un centre de commandement, entouré d'une clôture purement décorative. Depuis l'intérieur, Escobar continuait de diriger les opérations du cartel. En juillet 1992, lorsque le gouvernement colombien décida finalement de le transférer vers un établissement légitime, après des rapports indiquant qu'il avait ordonné la mise à l'écart violente de 4 de ses associés à l'intérieur même du complexe, il avait déjà disparu. Il s'était évadé par une portion de mur dont le béton avait été volontairement affaibli dès la construction, par calcul et préméditation. Au moment où les soldats pénétrèrent dans les lieux, Escobar s'était évanoui dans les brumes des Andes, accompagné de 9 de ses hommes. Cette évasion plongea le gouvernement colombien dans la honte et épuisa définitivement la patience des États-Unis envers toute solution diplomatique. L'ambassadeur américain Maurice Busby, ancien officier de marine et spécialiste du contre-terrorisme, convoqua une réunion de crise dans la salle blindée de l'ambassade, en présence du chef de la DEA Joe Toaft, du responsable de la CIA Bill Wagner et du major Steve Jacob de Centra Spike. La conclusion fut unanime, la traque ne se terminerait pas par une arrestation, le piège se refermait. Le colonel Hugo Martinez poursuivait Escobar depuis la fin des années 1980. Il avait survécu à plusieurs tentatives d'élimination, découvert des engins explosifs dissimulés sous le domicile de sa famille et s'était vu proposer personnellement un pot de vin de 6 millions de dollars par l'intermédiaire d'une connaissance commune, une offre qu'il avait rejetée sans la moindre hésitation. À son retour d'une période de réaffectation temporaire à Madrid, à la fin de 1992, il était reconstruit et plus déterminé que jamais. Il restructura le bloc de recherche en une force de 600 hommes. Soldats et policiers s'entraînèrent ensemble pour former une unité d'intervention à objectif unique. Le soutien américain transforma profondément l'opération de Martinez. Le système Centra Spike fournissait des renseignements en temps réel dont les unités colombiennes n'avaient jamais disposé auparavant. Des opérateurs de la Delta Force débarquèrent à Bogota sous couverture civile en juillet 1992, soit seulement 2 jours après l'évasion d'Escobar de la cathédrale. Leur rôle opérationnel fut soigneusement défini pour ne pas enfreindre la loi colombienne interdisant la présence de troupes de combat étrangères sur le territoire national. Officiellement, ils agissaient en tant que conseillers et formateurs, tout en fournissant des renseignements qui orientaient directement les opérations de raid. La traque démantela méthodiquement le réseau de soutien d'Escobar. Los Pepes, également appelés Perseguidos por Pablo Escobar, c'est-à-dire les personnes persécutées par Pablo Escobar, émergèrent comme une force extrajudiciaire composée d'anciens alliés devenus ennemis. Parmi leurs membres figuraient les veuves de Fernando Galeano et de William Monada, 2 associés du cartel qu'Escobar avait fait éliminer en 1992 à la suite d'un différend financier. À leur côté se trouvait Diego Marillo, connu sous le nom de Don Berna, un ancien lieutenant d'Escobar, qui avait vu cet homme dévorer son propre réseau et qui avait choisi la survie plutôt que la loyauté. Los Pepes s'en prirent aux propriétés d'Escobar, éliminèrent ses associés et firent passer des messages sans équivoque en laissant des corps dans des lieux publics. Bien que les responsables américains viennent publiquement condamner leur méthode, l'agent de la DEA Javier Pena reconnut plus tard dans des entretiens que la campagne du groupe était sans doute la forme de pression la plus efficace exercée contre Escobar durant toute la période de traque. Ils détruisirent son infrastructure plus vite qu'elle ne pouvait être reconstruite, et sapèrent ce sentiment d'invulnérabilité qui avait toujours été au cœur de son emprise psychologique. Dolores Ahumada Mona, épouse de l'homme qu'Escobar avait fait tuer, fut conduite à Washington sous la protection de la DEA et enregistrée comme informatrice sous le code AE 92053. Ses renseignements sur les finances d'Escobar, ses propriétés et son cercle intérieur furent considérés par les analystes de la DEA comme figurant parmi les informations humaines les plus précieuses sur le plan opérationnel que l'agence reçut durant toute l'opération. Son jeune frère, étudiant au MIT et sans aucun lien avec le cartel, avait été enlevé puis éliminé en représailles à sa coopération avec les autorités. Après cela, sa volonté de voir Escobar anéanti était, selon les mots d'un responsable qui avait travaillé à ses côtés, totale et absolue.
Carlos Leir, autrefois l'associé flamboyant d'Escobar dans l'opération des Bahamas, rédigeait depuis une prison fédérale américaine une lettre détaillée adressée à la DEA. Il y décrivait les déplacements actuels d'Escobar, sa dépendance aux planques tournantes, son habitude de communiquer par réseau de téléphonie mobile en échanges brefs et irréguliers, ainsi qu'une réalité physique que les agents du renseignement jugèrent précieuse. Escobar avait pris beaucoup de poids, était en mauvaise condition physique et incapable de se déplacer rapidement sur une quelconque distance. L'étau se resserrait, les dernières heures approchaient. En décembre 1993, Escobar était en fuite depuis plus de 16 mois. Il se déplaçait entre des maisons louées dans les quartiers résidentiels de Medellín, s'appuyant sur un cercle de contacts de confiance qui rétrécissait de jour en jour, conscient que le renseignement qui se refermait autour de lui était d'une nature qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le 2 décembre, un jour après son 44e anniversaire, il passa l'appel qui mit fin à tout. Il téléphona à son fils Juan Pablo pour une longue conversation, restant en ligne bien plus longtemps que les règles de sécurité opérationnelle ne l'auraient permis. La communication fut interceptée par Centra Spike. En quelques heures, la triangulation avait localisé sa position dans une rue résidentielle du quartier de Los Olivos, un secteur si ordinaire, si proche du cœur même de la ville qu'il avait jadis dominé, que la simplicité de sa cachette semblait presque incroyable. Les hommes de Martinez investirent l'adresse avant l'aube. À l'intérieur d'une modeste maison de ville à 2 étages, Escobar et son chauffeur, Alvaro de Jesus Agudelo, connu sous le nom d'El Limón, se trouvaient là. Un policier aperçut alors à une fenêtre du premier étage un homme aux longs cheveux et à la barbe fournie. La silhouette était plus corpulente que ne le laissaient supposer les photos récentes, mais les chasseurs reconnaissèrent sa voix depuis des années. Ils savaient que l'assaut avait duré moins de 3 minutes. El Limón s'était précipité vers une fenêtre, avait chuté sur un toit inférieur et avait été atteint alors qu'il tentait de s'échapper. Escobar l'avait suivi quelques secondes plus tard, portant 2 pistolets, dont le SIG Sauer qu'il avait solennellement remis lors de sa reddition à la cathédrale 2 ans auparavant. Il traversa les toits en répondant aux tirs jusqu'à ce que 3 projectiles le touchent, un à la jambe, un dans le dos, un à travers l'oreille droite. On le retrouva quelques minutes plus tard, immobile sur les tuiles. La question de savoir qui avait tiré le coup fatal ne fut jamais tranchée de manière définitive. L'officier du bloc de recherche Hugo Aguilar revendiqua la responsabilité de l'acte. Don Berna affirma que c'était son frère. Des théoriciens américains du complot soutinrent qu'un opérateur américain avait appuyé sur la gâchette, une affirmation que les vétérans de Centra Spike ont constamment réfutée, tout en reconnaissant ne pas pouvoir rendre compte de chaque individu présent dans les environs durant les dernières minutes de l'assaut. L'agent de la DEA, Steve Murphy, arrivé sur place et ayant pris les premières photographies officielles, documenta une scène déjà compromise par la foule d'officiers, de journalistes et de curieux qui avaient envahi les lieux avant qu'aucun protocole médico-légal n'ait pu être établi. Un réexamen balistique réalisé en 2020 à l'aide de reconstructions sur gel et d'une analyse actualisée des blessures vint appuyer une théorie initialement avancée par le journaliste Mark Bowden, auteur de Killing Pablo, le récit de référence sur cette traque. Le tir fatal à la tête, effectué avec une arme de 9 mm à très courte distance, présentait des caractéristiques incompatibles avec un tir effectué de loin. Le canon aurait pu être appliqué directement contre son crâne, que ce canon ait été tenu par un officier colombien, un membre des Los Pepes ou par Escobar lui-même n'a jamais été officiellement établi. Le rapport du médecin légiste officiel a exclu la thèse du suicide. Ce choix inhabituel de publier un démenti sous forme de communiqué de presse, sans y avoir été invité et avant même que la question ne soit soulevée publiquement, a frappé plusieurs médecins légistes de l'époque comme étant exactement le genre de mise au point qui suscite davantage de doutes qu'elle n'en dissipe. Mais que reste-t-il encore enfoui sous terre ? Après la disparition d'Escobar, la Colombie a tenté de retracer les milliards qui avaient transité par le cartel durant ces années les plus actives. Les résultats se sont révélés décevants. Les autorités colombiennes ont officiellement récupéré environ 75 millions de dollars en avoirs liés à Escobar, un chiffre que les enquêteurs considèrent largement comme représentant moins de 10% de ce qui avait réellement été dissimulé. En 1989, des photographies publiées par des journaux colombiens montraient 4 millions de dollars découverts dans des barils enterrés en Antioquia. En 1990, 25 millions de dollars furent retrouvés aux côtés de lingots d'or dans un entrepôt du cartel.
En 2009, 10 millions de dollars furent mis au jour lors de travaux de rénovation à la Hacienda Napoles, quand des ouvriers percèrent un sol en béton et tombèrent sur une chambre scellée, restée intacte depuis près de 2 décennies. En 2020, le neveu d'Escobar, Nicolás Escobar Ano, affirma avoir récupéré 18 millions de dollars dans une maison de Medellín, guidé, selon ses dires, par une vision. Il décrivit des liasses de billets enveloppés dans du plastique, accompagnés d'un stylo en or, d'une machine à écrire manuelle et d'un téléphone satellite. La majeure partie des billets avait été détruite par l'humidité et des moisissures. Il reconnut que cette découverte n'était pas la première qu'il avait faite et refusa de préciser où se trouvaient les autres. En 2017, la série documentaire Finding Escobar's Millions, diffusée sur Discovery Channel, emmena d'anciens agents de la CIA, Doug Lowe et Ben Smith en Colombie, équipés de radars à pénétration de sol, de drones et de détecteurs de métaux. Leur enquête mit en lumière, avec précision, la sophistication des méthodes de dissimulation d'Escobar. Coffres doublés de plomb, faux planchers, chambres voûtées conçues pour être indétectables par les technologies de balayage standard de l'époque. Ils découvrirent un coffre-fort qui s'avéra entièrement vide. Les milliards, eux, ne furent jamais retrouvés. À Antioquia, un agriculteur mit au jour des bidons hermétiquement scellés remplis de dollars américains, si parfaitement conservés que les enquêteurs les décrivirent comme s'ils venaient tout juste d'être imprimés. La question juridique de savoir à qui appartenait cette découverte, à l'agriculteur, à l'État colombien ou aux victimes de la violence des cartels, ne fut jamais vraiment tranchée et déclencha un débat sur les politiques de récupération qui, sous une forme modifiée, se poursuit encore aujourd'hui. La conclusion la plus troublante à laquelle sont parvenus les chercheurs, les enquêteurs et les experts financiers qui ont consacré des décennies à tenter de retracer la fortune cachée d'Escobar est pourtant d'une simplicité désarmante. La majeure partie se trouve probablement encore quelque part, enfouie dans des champs, dissimulée derrière du béton dans des propriétés ayant changé de main de nombreuses fois, reposant dans des caves sous des terrains que personne n'a encore songé à examiner. Les rongeurs et la moisissure continuent, dans certains cas, leur travail silencieux sur l'argent. Ce que les coffres contenaient vraiment. Lorsque les autorités colombiennes firent une descente à la Hacienda Napoles et dans le réseau de planques qui lui était rattaché au début des années 1990, elles trouvèrent ce à quoi tout le monde s'attendait. Des liasses de billets, des conteneurs scellés, les preuves tangibles d'un empire entièrement fondé sur le liquide, fonctionnant à une échelle industrielle. Ce qu'elles n'anticipaient pas, ou peut-être ce à quoi elles n'étaient pas pleinement préparées à faire face, c'était la documentation. Dissimulés dans des contenants étanches à travers l'ensemble des coffres, se trouvaient des registres, des carnets manuscrits d'une précision méticuleuse, consignant les calendriers d'expédition, les listes de paiement et les transactions financières reliant la Colombie à Miami, puis à Madrid, des listes de pots de vin classés par bénéficiaires, montant et date, les noms de politiciens, de juges, de commandants de police et d'officiers militaires figurant sur la liste de paix du cartel, organisés non pas selon une quelconque logique morale, mais selon leur utilité opérationnelle, à la manière dont une entreprise classe ses fournisseurs. Pour les procureurs colombiens comme américains, ces documents représentaient une ressource extraordinaire. Les documents personnels d'Escobar ont confirmé aux enquêteurs ce qu'ils soupçonnaient depuis longtemps, sans pouvoir l'établir légalement. La corruption qui permettait au cartel de fonctionner n'était pas un élément secondaire de son organisation. Elle en était le fondement même. D'anciens associés et des occupants de propriétés liées à Escobar ont également évoqué des pièces qui n'apparaissaient dans aucun document officiel. Des espaces insonorisés, équipés de systèmes d'évacuation et de crochets métalliques sans aucune fonction architecturale apparente. Rien de tel ne se justifie dans une construction ordinaire. Les enquêteurs n'ont jamais officiellement reconnu l'existence de salles d'interrogatoire ou d'espaces à usage sinistre au sein des réseaux de coffres, mais les descriptions physiques recueillies auprès de nombreuses sources indépendantes sur plusieurs décennies étaient suffisamment cohérentes pour que les historiens des forces de l'ordre colombiennes les considèrent comme crédibles. Escobar avait construit ces coffres pour protéger sa fortune. Ce qu'ils ont finalement préservé, c'est la preuve du prix qu'elle avait coûté. Pablo Escobar a été abattu sur un toit de Medellín le 2 décembre 1993. La Colombie a célébré l'événement dans les rues. Les États-Unis se sont félicités de l'efficacité de leur opération clandestine. Et pendant un bref instant, le poids de la terreur qui avait écrasé tout un pays pendant près de 2 décennies a semblé se lever. Il ne s'est pas dissipé pour autant.
L'effondrement du cartel de Medellín a laissé un vide presque aussitôt comblé par le cartel de Cali, déjà structuré, déjà opérationnel et prêt à prendre la relève. La capacité d'exportation de cocaïne de la Colombie n'a pratiquement pas faibli. La violence qu'Escobar avait utilisée comme instrument est devenue l'instrument de ceux qui lui ont succédé. Ce qui a pris fin sur ce toit, ce n'était pas la guerre contre la drogue. Ce qui a pris fin, c'était l'emprise extraordinaire d'un seul homme sur elle. Un homme qui avait commencé en dérobant des pierres tombales et qui avait bâti, en moins de 20 ans, un empire si colossal qu'une part considérable de sa fortune n'a jamais été retrouvée. Certains de ces coffres ont été ouverts, la plupart ne l'ont pas été. Si ce genre d'histoire vous plaît, bien documentée et bien racontée, abonnez-vous et activez la cloche. À très bientôt pour la suite.